Peut-être commencer par, je sais pas, on peut peut-être se présenter. Enfin, c'est peut-être la règle. Oui, ça me semble bien. C'est semble bon, le intéressant. micro fonctionne. C'est bon, il fonctionne. Je sais pas, je commence. Allez. Je m'appelle Stéphanie Lecam, je suis maître de conférence à l'université de Rennes, spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, qui est un syndicat qui réunit près de 2400 auteurs du livre. Voilà. Donc moi je suis Frédéric Maupomé, je suis écrivain et scénariste et je suis président de la Ligue des auteurs professionnels. Laurent Mélikian, je suis chargé d'adhésion et d'action culturelle à l'ADHGP, donc on vous présentera tout à l'heure ce que c'est que l'ADHGP. Chargé d'adhésion et d'action culturelle, c'est un nom de poste. En fait, à l'ADHGP, je m'occupe principalement des différents secteurs qui regardent la bande dessinée. Et Régis Sautière, je suis scénariste de bande dessinée. Donc je ne représente aucun organisme particulier. J'ai une petite expérience en négociation de contrat en tant qu'auteur, une bonne expérience de mauvaise négociation de contrat. J'en ai négocié pas mal parce que j'ai dû faire à peu près un peu plus de 80 bandes dessinées et presque autant de contrats. Et donc voilà, donc je suis là pour témoigner en tant qu'auteur de mes différents déboires avec les éditeurs. Et je suis aussi adhérent de la Ligue, de la DHGP, de la SOFIA, du SNAC, etc. J'adhère un peu à tout ce qui se présente. C'est un peu un truc un peu consanguin quand même. Non, c'est normal. Non. Non, enfin, il y a différentes organisations et pour les intérêts des auteurs, que ce soit pour leur représentation ou pour leurs droits. Et il est logique que les auteurs adhèrent à ces différentes organisations. Des auteurs qui sont représentés par aucun organisme sont des auteurs légèrement affaiblis dans leur rapport, et pas qu'avec les éditeurs, hein, avec l'ensemble de l'écosystème de la bande dessinée, pour reprendre un terme un peu bling-bling peut-être, mais qui existe vraiment. Donc en fait, voilà, l'objet c'est de parler de la négociation des contradictions, mais c'est assez difficile de parler de ça comme ça sans savoir qui vous êtes vous en fait. Moi j'aimerais déjà dans un premier temps savoir si parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont étudiants en voie de professionnalisation et en voie de signer leur premier contrat, parce que j'en vois là. Et oui, on en identifie certains. Ouais, là, ouais. On en regarde que les petits. Bienvenue. Et pour les autres, est-ce que vous êtes plutôt des professionnels installés, ou pas du tout? Personne ne lève la main, il n'y a pas de professionnels. Et donc, si, merci. Vous m'entendez? Pardon. Bonjour. En fait, moi, je m'appelle Maryse Berthelot et je suis agente d'auteurisme BD. Et du coup, voilà, moi, je suis venue pour assister à cette conférence. Et plus soit ce qui a été dit précédemment, c'est très important, effectivement, que les autoristes s'inscrivent à ce genre de mouvement. Donc voilà, c'est tout. Et merci pour cette conférence. Ok. En fait, l'idée de cette conférence, alors, elle va être faite en deux temps. D'abord, on va travailler effectivement sur ces éléments juridiques. Alors, quand on dit juridique, il ne faut pas partir en courant. Ça peut aussi être très sexy, le droit. C'est-à-dire que quand on l'appréhende de manière à ce que, justement, ça nous serve, en tout cas, ça serve nos intérêts et que ça ne nous mette pas dans une insécurité juridique, en tout cas, ça doit nous interpeller pour que ça nous serve et ça serve nos intérêts. Donc, on va travailler d'abord, dans un premier temps, sur ces droits individuels qu'on négocie au sein du contrat d'édition. Et puis ensuite, Laurent prendra la suite pour présenter les droits collectifs. Et puis, évidemment, notre auteur invité pourra à tout moment intervenir pour faire part de son expérience, peut-être rebondir ou je ne sais pas, aller plus loin, parce que parfois, on n'ira peut-être pas suffisamment loin pour vous ou pour toi. Peut-être que ce qu'il faut commencer par rappeler, c'est que c'est tout bête, mais qu'est-ce qu'on négocie? Et c'est quoi un contrat d'édition? Ça peut paraître, encore une fois, assez artificiel, cette question, mais on se retrouve aujourd'hui, et c'est la pratique qui le veut, face à des contrats qui sont de plus en plus épais,
et qui souvent comprennent des clauses qui vont venir mettre en doute leur appellation d'origine, qui est le contrat d'édition. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir dans ce contrat à la fois des clauses qui vont parler de votre engagement en tant qu'auteur à faire la promotion de l'œuvre, mais aussi à la créer. Vous allez vous engager, par exemple, à remettre un manuscrit dans un délai qui va être préalablement établi par l'éditeur. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on questionne la qualification juridique du contrat d'édition et on y voit peut-être un contrat un peu plus complexe qui finalement doit répondre à d'autres règles de droit. Donc je ne sais pas si tu veux compléter, mais c'est vraiment pour dire, le contrat d'édition, c'est quoi? C'est une cession de droit. Vous avez des droits sur les œuvres que vous créez, que vous cédez à un éditeur, et celui-ci a l'obligation d'exploiter ces droits cédés. Et donc, c'est justement l'objet du contrat d'édition. Ouais. Alors, pour ceux qui font de l'édition depuis un moment, tout le monde a pu constater un épaississement de la taille du contrat et une baisse petit à petit de la taille des caractères dans les contrats. Et ce n'est pas dû seulement à l'augmentation de la complexité, du formalisme du code de la propriété intellectuelle, mais c'est dû à un mouvement de fond de l'ensemble des maisons d'édition qui ont été chercher de plus en plus de choses à mettre dans ce contrat. Le contrat d'édition de Tintin, il fait 1 page à 4. Avec ça, on a grosso modo vendu Tintin dans tous les pays du monde, dans toutes les langues. Et il y a eu des dizaines de millions, ou centaines de millions d'euros de chiffres d'affaires qui ont été faits. Alors qu'aujourd'hui, le contrat pour Pouet la girafe à 32 pages, ou même pas, ou 12 pages chez Nathan, je vous informe qu'il est en fonte aussi, il est épais comme ça, et dedans, voilà. Donc, vous avez tous aidé. Et ce sera souvent d'ailleurs un contrat numérique qui vous sera envoyé par PDF et vous ne pourrez pas vraiment le négocier et vous ne pourrez pas non plus le modifier. Et ça fait un peu la transition, c'est que souvent quand on vient nous voir à la Ligue des auteurs professionnels, on nous dit oui mais vous savez, moi je ne peux pas négocier mon contrat parce qu'on m'a expliqué que c'était un contrat et que de toute évidence c'était le même contrat pour tout le monde et que je n'avais pas la possibilité de négocier. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est souvent qu'on a peur de négocier. C'est-à-dire qu'on se dit mais si je commence à chipoter, je risque de passer à côté de la signature de ce contrat et donc je risque de ne pas réaliser ce travail. Donc c'est vrai que ce qu'on dit, nous évidemment, c'est que cette posture professionnelle, elle doit vous amener au contraire à demander, je dirais, la permission de négocier quand même ce que vous cédez. Et c'est à ce titre-là qu'il faut sans doute tenter petit à petit, quand on est au tout départ justement de sa carrière, je vous identifie tous les deux, vous avez levé la main, et c'est de se lancer, c'est-à-dire tenter, essayer de peut-être négocier la durée de cession, essayer de négocier le taux. Et puis en fait, il y a une phrase qui dit « qui ne tente rien n'a rien ». Alors peut-être on vous dira non, mais au moins vous aurez tenté. Et vraiment sortez de l'idée que c'est un contrat d'adhésion parce qu'on le rappelle, le contrat d'édition est un contrat de gré à gré et ça veut dire qu'il est soumis à la négociation. Voilà. Même s'il est en PDF d'ailleurs. Moi, il m'est arrivé de recevoir un contrat en PDF signable, etc. Et en fait, à force de poser des questions, j'ai fini par recevoir le même, mais en Word, où on pouvait travailler dessus, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'impossibilité en général. Il faut vraiment avoir conscience que le contrat d'édition, c'est absolument pas un contrat d'embauche. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'éditeur qui embaucherait un auteur pour faire un travail. En toute logique, c'est même l'auteur en fait qui devrait rédiger lui-même le contrat de cession, puisque c'est lui qui cède ses droits. Et c'est vrai que toutes les clauses qu'il y a dans le contrat sont négociables. L'argument, ça je l'ai entendu 100 fois, non, on peut pas modifier parce que c'est un contrat type, on l'envoie à tout le monde. Si toutes les clauses, absolument toutes les clauses sont négociables. Alors c'est difficile, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, en fait, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. On n'est pas en position de force. On le devient un peu quand plusieurs éditeurs sont intéressés par le projet, on a un peu plus de marge de négociation, mais s'il y a un seul éditeur, et c'est souvent le cas quand on démarre, c'est très très compliqué. Mais il y a des clauses qui sont quand même facilement négociables. Notamment, c'est le SNAC qui avait fait, si je ne dis pas de bêtises, un ouvrage qui prenait en rue toutes les clauses qu'on trouve dans un contrat d'édition et en donnant des pistes en fait, pour négocier, voir ce qui pouvait être négocié. Moi, il y a des clauses que j'ai négociées dès mes premiers contrats et pourtant, voilà, je sortais de nulle part, je débutais. Et il y a des choses, notamment un truc assez classique en fait qu'on va souvent retrouver dans le contrat d'édition, c'est la répartition qui est entre l'auteur et puis l'éditeur des droits dérivés. Souvent c'est 50-50. Les droits audiovisuels pareil, et avec une petite clause qui dit que dans le cadre des droits audiovisuels, il y a 10% en plus pour celui qui apporte le projet. C'est-à-dire qu'on passe à 60-40. Sauf que le problème, c'est quand on signe
la cession des droits audiovisuels, donc un contrat annexe au contrat d'édition, puisqu'en France, il n'y a pas le droit de mettre la cession des droits audiovisuels dans la cession des droits généraux, voilà, dans le contrat d'édition global. Mais les éditeurs, systématiquement, nous envoient un contrat de cession des droits audiovisuels en même temps que le contrat d'édition, avec un argument supplémentaire qui nous est donné, c'est que si on ne signe pas le contrat de cession des droits audiovisuels, ils ne signent pas le contrat d'édition. Et donc il y a cette clause en fait des 10% qui pour moi est une clause abusive, parce qu'on cède déjà 50% de nos droits à l'éditeur pour qu'il aille démarcher des producteurs, en théorie, pour trouver un débouché dans l'audiovisuel. Donc pourquoi est-ce qu'on céderait 10% supplémentaires, sachant que si vous passez par un agent audiovisuel, lui il prendra juste ces 10%. Il ne prendra pas les 50 plus 10. Et donc cette clause des 10%, vous pouvez la faire sauter, mais systématiquement, et sans problème. Vous dites à l'éditeur, non, on ne va pas vous laisser 10% supplémentaires. Par contre, on se les prend si c'est nous qui apportons le projet, puisque c'est normal, puisque ce n'est pas notre rôle d'aller démarcher des producteurs alors qu'on a cédé à l'éditeur ses droits. Et voilà. Et donc ça passe aussi en règle générale. Il y a une fois, on me l'a refusé. Je ne sais pas si on cite les noms des éditeurs. On peut. C'était chez Casterman, en sortant l'argument « Ah, mais non, on ne peut pas, parce que si on supprime les 10% d'un côté, on est obligé de les supprimer de l'autre. » Ce qui m'avait un peu agacé, parce que je savais que c'était faux, puisque dans tous les autres contrats d'édition que j'avais signés chez d'autres maisons d'édition, j'avais fait sauter ces 10% pour l'éditeur, mais on les avait conservés pour nous, auteurs, si jamais voilà, on apportait ce projet audiovisuel. Y compris chez Casterman. J'avais déjà signé des contrats chez Casterman et cette clause, je l'avais fait sauter. Donc je savais que c'était possible. Donc ça m'a un peu agacé, donc je n'ai pas répondu. Et on a laissé traîner ça pendant 15 jours. Or, c'était sur les contrats de La Guerre des Lulu, qui est une série qui marche très bien chez Casterman. C'est d'autant plus pour ça que ça m'agaçait un peu. Et le juriste est revenu à la charge. On disait, on n'a pas eu de réponse. Et il s'avérait qu'on était en train de signer, on négociait en fait, cette négociation de contrat, c'était pour je crois que c'était pour les tomes 6 et 7 en fait, de la série. Puisqu'en Belgique, c'est un contrat de droit belge, on peut signer pour plusieurs albums, ce qui est interdit en France. En France, on signe un contrat par album. Mais en Belgique, on peut signer pour 3, 4, 5 albums, donc un seul contrat pour plusieurs albums. Et donc cet argument, je savais qu'il ne tenait pas la route. Et donc quand le juriste est revenu à la charge, j'ai dit, ok, on supprime les 10% pour tout le monde, mais on va faire un avenant sur les contrats précédents, donc les contrats des 5 premiers tomes, et on va supprimer cette clause, parce que le seul contrat de tous les contrats d'édition que j'ai signé, dans lequel j'avais laissé cette clause, c'était le contrat de La Guerre des Lulu, et c'est le seul en fait qui a trouvé un débouché audiovisuel. Et le juriste, je ne sais pas pourquoi, a accepté. Donc ils ont fait sauter cette clause des 10% sur les 5 premiers tomes. Or le film, qui est en avant-première demain à Saint-Malo, c'est une adaptation des 3 premiers tomes. Je ne sais pas pourquoi ils ont accepté de supprimer ces 10%, donc de faire cet avenant qui était en leur défaveur, plutôt que d'accepter. Mais voilà, ça fait partie des jeux de la négociation. Voilà. Et tout ça, c'est pour dire qu'en fait, tout est négociable dans un contrat d'édition. Je voudrais juste signaler rapidement que le contrat commenté dont tu parlais, il a été édité avec le soutien de la DAGP, et il y a quelques exemplaires sur notre stand en salle de presse. Et Marlène, qui est notre directrice de la communication, on a même un exemplaire ici. Donc, si vous voulez le consulter, il est là. N'hésitez pas à le consulter. Ouais. C'est un outil qui est très très précieux. Dès qu'on a un contrat entre les mains, voilà, déjà pour comprendre en fait ce qu'il y a dans le contrat, pour comprendre chacune des clauses et voir ce qui est négociable, ce qui va être plus dur à négocier. Mais voilà, je m'en suis beaucoup servi et j'ai beaucoup appris. Ouais. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'abord une notion de posture. Donc, quand on a une posture professionnelle, ça va aider à dire en fait, je suis professionnel, vous voulez travailler avec moi, en fait, donc c'est que je suis professionnel. Et moi, ce contrat ne me convient pas pour telle et telle raison, et j'aimerais bien qu'on en discute. Ça peut être ça aussi. Ça peut être simplement poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il ne faut surtout pas avoir en tête qu'on ne peut négocier que quand on a un certain succès. Parce que quand on ne négocie pas au début, on ne négocie jamais, en fait. Enfin, moi, j'ai des exemples de personnes qui vendent 150 000 bouquins par tome, et qui, quand même, sur une série qui vend 150 000, commence au premier palier à 8%. Ce qui, je lui dis, mais tu es fou dans ta tête. Mais c'est juste une question de posture. C'est qu'il se dit, ah ouais, mais si je demande plus, je vais être mal vu, je vais être ceci, je vais être cela.
Et non, en fait, c'est juste un chèque de 50 000 balles que tu fais systématiquement à ton éditeur. C'est ça qui se passe. Et ne pas oublier... Est-ce que ça veut dire un premier palier à 8%? Oui, mais je pense qu'on va revenir après dans le détail. En tout cas, la posture, c'est vraiment important. On peut négocier même quand on est neuf dans le métier. Et l'exemple montre qu'en fait, il y a beaucoup de très vieux dans le métier, y compris avec du succès, qui négocient jamais. Donc, et dernière chose, quand vous ne négociez pas que pour vous négociez pour l'ensemble des autres auteurs en même temps. Si tous les auteurs font sauter une clause, il y a un moment où la clause, elle va simplement disparaître, en fait. Voilà. Et c'est déjà presque le cas dans certains contrats. Et on peut négocier un contrat et on peut aussi le renégocier. Je parlais d'avenant, c'est-à-dire qu'on peut faire un avenant qui permet de renégocier des clauses sur un contrat qu'on a signé 10 ans auparavant. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ça, évidemment, c'est sur les séries, les choses comme ça, quoi. Et pour finir sur ce point, je vous conseillerais éventuellement de dire systématiquement que vous n'allez pas le signer tout de suite, que vous allez le soumettre à votre conseil juridique habituel, lequel va le regarder et vous dira si ensuite ce contrat mérite d'être signé, et de faire justement appel à des structures syndicales, professionnelles, dont l'intérêt, c'est justement de vous aider à comprendre ces contrats-là. C'est-à-dire que la posture aussi de je signe immédiatement sans avoir cherché à négocier quoi que ce soit n'est pas forcément quelque chose qui vous aidera à l'avenir. Au contraire, on peut se donner 2-3 jours de réflexion avant de signer un contrat. Ouais. Et puis, sur cette idée de signature, moi, je n'ai jamais eu un interlocuteur qui a trouvé que c'était moins bien de travailler avec moi, de signer avec moi, etc., parce qu'on avait discuté d'un contrat. Jamais. Ça n'arrive pas, en fait. Ce n'est pas forcément la discussion la plus plaisante qu'on puisse avoir avec un éditeur ou avec un service juridique, mais ce n'est pas quelque chose qui dévalorise l'auteur, à mon avis. Non, au contraire, on est pris plus au sérieux. C'est-à-dire, non seulement on peut négocier un contrat, mais il faut le négocier systématiquement. Il n'y a que comme ça qu'on est pris pour des professionnels. On aurait éventuellement à cœur là, de peut-être mettre, je dirais, en lumière des points qui sont des points de vigilance. Un premier point, c'est vraiment celui de l'avance. Alors, tous les auteurs n'ont pas une avance quand ils signent un contrat d'édition. Honnêtement, j'ignore complètement le pourcentage d'auteurs qui touchent une avance avant de commencer un travail de création. On l'ignore tout simplement parce qu'il n'y a pas d'observatoire des métiers, il n'y a pas d'observatoire des contrats. Ça manque d'ailleurs. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des chiffres, mais on ne les a pas. Si on avait un ministère de la Culture, ce serait bien aussi. Donc ça, c'était la petite patate. Voilà, paf, c'était placé juste là. Mais en tout cas, voilà, l'avance, qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée, c'est de donner à l'auteur une avance sur ses droits d'exploitation. Et on a remarqué, nous, qu'en pratique, c'était souvent une avance qui était finalement versée en contrepartie d'un travail de création, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'auteur ou à l'autrice de subvenir à ses besoins pendant tout le temps de création, et donc on va lui donner une avance sur ses droits d'exploitation. Alors quand on réfléchit comme ça, on se dit, mais finalement, si l'avance, elle est versée pendant le temps que je vais réaliser ce travail, ça veut dire que ce qui est en corrélation, je ne vais pas vous faire un cours de droit des obligations ni de régime des obligations, parce que vous seriez sans doute tenter de vous endormir, mais en tout cas, ça veut dire que la contrepartie de l'avance, elle consiste à remettre un travail de création. Et il se trouve que quand on reçoit cette avance, eh bien, l'objectif ensuite, c'est de pouvoir, au moment des ventes de chaque exemplaire, la rembourser, en tout cas l'amortir au fur et à mesure, de façon à ce que quand elle soit complètement amortie, on puisse enfin toucher ses droits d'exploitation. Et parfois, ça n'arrive pas. Et souvent, ça n'arrive pas, et même jamais. Enfin, je veux dire, c'est même, il y a des auteurs qui n'ont jamais dans leur carrière réussi à amortir leurs avances. Donc, on se retrouve avec une difficulté puisque on a de plus en plus de contrats, et c'est là où il faut être vraiment tout à fait attentif quand on signe un contrat justement en vue de créer une œuvre. Ce sont les contrats avec levée d'options. Ils sont apparentes de plus en plus ces levées d'options. Elle nous effraie parce qu'elle consiste tout simplement à demander à un auteur ou une autrice de réaliser un travail en contrepartie d'une avance. Je vais donc vous filer 2 000 € pour réaliser ce travail, mais je vais quand même me réserver la possibilité de refuser votre travail quand vous allez me le remettre, pour différentes raisons, parce que je n'aime pas ce que vous faites, parce que j'estime que ça ne correspond plus vraiment à la ligne éditoriale. Et donc à ce moment-là, j'ai le droit, en tant qu'éditeur, parce que je l'ai intégré dans mon contrat et que vous l'avez signé, donc vous êtes engagé à ça, eh bien, j'ai le droit de refuser le manuscrit et de vous dire
le fait du prince, c'est de vous dire, gardez l'avance que je vous ai donnée, ça va indemniser en quelque sorte le temps de travail que vous avez consacré à cette création. Mais en revanche, souvent, la levée d'option, elle est accompagnée d'une petite clause, la petite perle sympathique, qui vous dit en gros que si vous trouvez un éditeur tiers qui accepte d'exploiter votre travail, il faudra rembourser l'avance. Donc vous voyez que là, on est dans un mécanisme qui est tout simplement source d'une grande insécurité juridique pour l'auteur, qui va non seulement se retrouver à recevoir une avance en contrepartie d'un travail qui va être assez long, éprouvant, qui clairement ne va pas être en corrélation avec le temps du travail qu'il va consacrer à la création, et qui risque à tout moment de devoir rembourser cette avance si l'auteur décide finalement de se priver de ce manuscrit qu'il aura pourtant commandé. Donc c'est des clauses que l'on considère, nous, côté syndicat, comme potestatives. Je sais que tu adores ce mot, Fred, donc du coup je le dis. Concrètement, elles sont nulles. Elles sont nulles si vous allez devant un juge et que vous en demandez l'annulation. Encore faut-il aller devant un juge. Et dans cet écosystème de la création, où on a peur d'être finalement blacklisté dès qu'on fait une assignation, généralement, on ne va pas devant le juge. Donc ça, c'est important de le savoir. Concrètement, vous signez un contrat, s'il y a une levée d'option, vous consultez aussitôt votre organisation professionnelle et vous essayez de la faire sauter, cette levée d'option. Ouais. C'est important, cette notion d'avance, parce que ça veut dire que fondamentalement, l'éditeur, ce qu'il vous fait, c'est un prêt. Il vous prête de l'argent, ensuite il va se rembourser sur les ventes. Et pourquoi c'est important, cette notion de prêt? C'est parce qu'en fait, s'il n'y a pas marqué dans un contrat que l'avance elle est non remboursable, ça veut dire que l'éditeur peut vous demander de la rembourser. Ça veut dire que si on vous a filé 5 000 balles pour faire un bouquin et qu'en fait l'argent généré par vos droits c'est 2 000, il est en droit de vous demander de rembourser 3 000. Et ça, là, malheureusement ça arrive. Nous, on a des cas de gens à qui c'est arrivé. C'est pas la pratique la plus courante de l'édition, il faut le reconnaître. Mais objectivement, ça arrive, et surtout, si ce n'est pas sécurisé dans les contrats, le jour où il y a un rachat d'une maison d'édition par une autre, le jour où il y a des gens qui sont un peu extérieurs et qui vont venir regarder les comptes de la maison d'édition, et dans ces cas-là, ça arrive très régulièrement, il y a des demandes de remboursement de sommes qui ont été versées. Donc il faut faire extrêmement attention à l'avance, à la manière dont c'est rédigé, etc. Un point de vigilance également, c'est l'exclusivité. La majorité, je dirais même quasiment la totalité des contrats prévoit souvent que quand vous faites une cession des droits, c'est à titre exclusif. Ça veut dire que vous n'aurez plus la possibilité de contracter avec une autre personne, ni même d'exploiter vous-même vos propres droits, puisque vous les avez totalement cédés, donc vous n'en êtes plus titulaire à proprement parler. Alors ça crée quand même des difficultés, peut-être vous pouvez-vous en parler en tant qu'auteur, mais c'est peut-être d'essayer de négocier ce point-là. C'est-à-dire que vous accordiez l'exclusivité à votre éditeur sur certains droits élémentaires qui accompagneraient le droit de reproduire l'œuvre, c'est une chose. Mais est-ce que l'exclusivité, elle a du sens pour toute la durée de la propriété intellectuelle ? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser finalement. Parce qu'après tout, s'il n'a pas traduit le bouquin en turc dans les 10 ans, est-ce qu'il le fera dans 50 ans ? Ce n'est pas certain. Et est-ce que dans ce cas-là, c'était finalement logique de lui céder à titre exclusif ce droit de traduction en turc ? Peut-être pas. Je ne sais pas si Régis... Oui, non. C'est vrai que souvent, quand on signe un contrat d'édition, c'est pour le monde entier et pour la durée des droits d'auteur, c'est-à-dire 70 ans après notre mort. Donc on engage en fait par le contrat aussi nos descendants, enfin voilà, nos enfants, etc., qui vont hériter de nos droits après notre mort. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est des clauses qu'on peut négocier. On peut limiter la cession des droits au territoire francophone, par exemple. Ou à l'Europe, ou à certains pays. On peut dire non, je me garde les droits pour la Chine, par exemple, parce que je connais un éditeur en Chine qui est intéressé, et donc j'ai aucune raison de vous céder ces droits-là pour que vous les renégociez avec lui, alors que je peux le faire en direct. On peut négocier la durée, céder les droits juste pour 3 ans, juste pour 10 ans, juste pour 50 ans, mais c'est très compliqué. J'ai réussi à le faire une fois avec un éditeur. On a trouvé un terrain d'entente qui dit, en gros, dans le contrat, on a essayé de formuler une clause parce que c'était quelque chose de relativement nouveau pour cet éditeur-là et pour l'ensemble des éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, j'ai l'impression. On a limité la cession des droits, je crois que c'est à 3 ans. En plus, c'est une série. Alors, je ne sais plus exactement comment on l'avait formulé, mais en gros, si le livre se vend en dessous d'un certain nombre d'exemplaires, genre 50 exemplaires dans l'année, on est en droit de récupérer nos droits. Donc, il suffit qu'on envoie une lettre au commande éditeur et puis voilà, on récupère les droits. Pour les placer ailleurs ou ne rien en faire, peu importe, on récupère ces droits-là.
J'ai réussi aussi à limiter la cession des droits audiovisuels à une durée de 2 ans après la sortie de l'album. Ça, c'est quelque chose que je conseille fortement de faire, puisque la plupart des éditeurs en fait ne vont pas démarcher les producteurs. En fait, ils attendent qu'un producteur vienne leur dire cette bande dessinée là, je l'ai lue, ça m'intéresse de l'adapter, d'acheter les droits, etc. Et donc, on peut considérer que si dans les 2 ans après la sortie d'un album, l'éditeur n'a pas trouvé de producteur intéressé, c'est que soit il n'a pas fait son boulot, soit qu'il n'y a pas de producteur, et donc il n'y a aucune raison qu'il conserve ses droits jusqu'à 70 ans après notre mort, il peut nous les rendre. Et donc on peut mettre une clause dans le contrat, enfin on peut limiter la clause de cession des droits à 2 ans, 3 ans, 5 ans, enfin c'est pareil, tout est négociable. Ça m'est arrivé aussi une fois, mais l'éditeur avait oublié la clause, et il y a un producteur a acheté les droits. Alors, ça n'a pas abouti, il n'y a pas eu de film ni de série, mais il y a une option qui a été posée. Donc, quand il y a ce qu'on appelle une option, c'est un producteur qui va acheter les droits du livre pour une adaptation, et il se bloque les droits, en fait, il se réserve les droits pendant une durée qui est définie dans le contrat. Souvent, c'est 1 an ou 1 an et demi, et en échange de ce blocage des droits, enfin de cette réserve de droits pour lui, pendant 1 an et demi, il va verser une certaine somme, qui correspond souvent grosso modo à 10% de la somme qu'il versera si le projet aboutit. Et donc c'est quelques milliers d'euros. Et voilà. Et donc cette option avait été prise, mais l'éditeur avait oublié qu'en fait on avait cédé les droits pour 2 ans. Or c'était, je crois que c'était 8 ou 10 ans après la sortie de l'album. Donc après on a été évidemment là en position de force pour renégocier l'ensemble du contrat de cession. Donc on est passé de 50-50 à 80-20. Parce que l'éditeur n'avait pas le choix, parce que les droits, il les avait plus. Donc on a quand même, on lui a quand même laissé 20%, ce qui était quand même assez royal au final, puisqu'un agent ne prendrait que 10%, comme il disait. Donc on prenait l'éditeur comme agent avec un pourcentage de 20%. Ouais, c'est... En fait, il y a deux choses. C'est un éditeur avec lequel je travaille toujours, donc on n'est pas fâché. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut, on peut négocier sans avoir peur de se fâcher définitivement avec l'éditeur, parce que c'est un intérêt commun aussi, c'est un intérêt partagé. Un éditeur qui vous propose un contrat, c'est qu'il veut votre projet de toute façon. Et donc c'est pour ça que même si on n'est pas en position de force, on doit quand même négocier. Ouais, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est fondamentalement de quoi a besoin l'éditeur. L'éditeur, il a besoin d'avoir les droits de reproduction du livre en langue française dans le format original. En fait, un contrat d'édition, ça pourrait être juste ça et pour une durée limitée. C'est un peu représenté dans le graphique. Or, dans le contrat, en fait, l'éditeur va nous demander de céder énormément de droits et pour la durée de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à peu près tout. Et en plus, donc c'est-à-dire, là voilà, on les a mis là, adaptation graphique, le merchandising, la traduction dans toutes les langues, les droits numériques aussi, et puis les droits de représentation, voilà. Et tous ces droits-là, mais tu vois, quand tu dis, en fait, un producteur audiovisuel veut avoir l'exclusivité des droits pour une durée de 1 an et demi, la plupart du temps, ben, il va payer quelque chose. Ça veut dire que, en fait, ça a de la valeur, ces droits-là. Et tous ces droits-là, fondamentalement, on les cède gratos pour les maisons d'édition. Donc, il faut au moins comprendre ce qu'on cède pour voir si on a vraiment envie de les céder et à quelles conditions, que ce soit en termes de partage de la valeur autour de ça, d'avance éventuellement, de comment c'est réparti. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que la plupart du temps, on cède tout ça de manière exclusive. C'est-à-dire, on a tout cédé à l'éditeur et il n'y a plus que lui qui a le droit de les exploiter. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'exclusivité, en fait. Parce que si vous cédez, ce qui est le cas dans la plupart de vos contrats, tous les droits de manière exclusive, ça veut dire, pour commencer, que vous n'avez pas le droit de faire une lecture publique de votre œuvre. Non, ça, c'est du droit de représentation. Vous l'avez cédé à votre éditeur. Donc, si vous voulez lire votre livre, formellement, vous êtes obligé d'envoyer un mail à votre éditeur qui vous en donne l'autorisation et normalement, il est censé prendre 50% du tarif. On n'a même pas le droit de les vendre. Souvent, on nous demande, en fait, est-ce que vous pouvez venir vendre vos bouquins sur ce tel ou tel festival. Mais en fait, par contre, on n'a pas le droit de vendre nos propres bouquins, puisqu'on a cédé les droits de reproduction à l'éditeur. C'est lui qui est propriétaire, en fait, de l'ensemble des livres, et pas nous. Si vous voulez faire une expo, non, vous avez cédé les droits de reproduction de votre œuvre. Vous ne pouvez pas faire une expo. Dans la pratique, souvent, l'éditeur, il ne va pas vous embêter parce que vous faites une expo. Mais ça permet de comprendre la réalité de ce que vous avez cédé et que vous n'avez plus le droit d'utiliser.
Et du coup, ça, c'est un truc qui est assez simple à négocier, en fait, la notion d'exclusivité. Tout simplement, vous mettez sur la table devant votre éditeur en lui disant, mais en fait, moi, je veux bien vous céder les droits, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'exclusivité? Non. Et surtout, est-ce que vous êtes en mesure de faire toutes les exploitations que vous avez l'ambition de faire là? Parce que peut-être vous n'avez pas les moyens de le faire, tout simplement. Ouais, exactement. Et il faut bien voir aussi que il y a des exploitations de votre œuvre qui sont pertinentes pour vous, à votre petite échelle, qui vont peut-être vous rapporter 400 balles, et pour vous, c'est pas rien. Mais en fait, l'éditeur n'ira jamais chercher ces exploitations-là parce que lui, ses équipes commerciales ne sont pas dimensionnées pour aller chercher ça, ça ne les intéresse pas, etc. Et donc, ça vaut le coup, souvent, d'essayer de garder la possibilité, même si vous avez cédé des droits d'utilisation à votre éditeur, de garder vous aussi la possibilité d'exploiter des choses parce que vous allez pouvoir faire des expos, vous allez pouvoir construire un truc, vous allez pouvoir imprimer des tirets à part que vous allez vendre 2 balles sur un festival. Et ça, l'éditeur ne le fera jamais. Alors que vous, peut-être que petit à petit, ça participe de votre économie dans votre œuvre. Et même tout à l'heure, tu parlais des droits de représentation. Donc le terme même représentation, il est assez flou. Et je voudrais raconter le cas pour lequel on a été saisi récemment à la DAGP. C'est quelque chose que vous avez vu un peu partout dans les gares SNCF. Les reproductions de planches de différents albums qui avaient été sélectionnés pour les prix à Angoulême. Un auteur nous a saisis, parce que dans une des plus grandes gares de France, il y avait des reproductions de ces pages partout. Il n'était pas au courant et il n'allait rien toucher pour ça. Donc, il vient nous saisir, on lui dit est-ce que tu peux nous faire voir ton contrat? Donc il nous envoie le contrat, le service juridique regarde son contrat. Alors, le juridique, c'est du français quand même. Faut bien le préciser. C'est pas parce que c'est du juridique qu'on n'est pas capable de comprendre. Et dans le contrat, clairement, il était indiqué que l'éditeur, l'auteur avait cédé les droits de représentation, et l'exposition, c'est une représentation de l'œuvre à l'éditeur, que l'éditeur toucherait 50%. Il n'avait pas forcément à prévenir l'auteur qu'une exposition allait être réalisée. L'exposition, toute exposition est censée être payée, doit donner lieu à des droits de représentation. Et ça avait été le cas pour une somme pas énorme. Mais non seulement l'auteur n'allait percevoir que 50% de cette somme, mais cette somme, elle allait en remboursement de la valoir, de l'avance faite à l'auteur. Donc l'auteur, il n'était pas au courant et il n'allait rien toucher puisque probablement que sa série n'allait pas dépasser en vente le montant de cet avaloir. Or, tout ça, comme vous le dites, ça me semble négociable. Au moins échappons à l'histoire de l'avaloir. Oui, effectivement. Une chose qui est négociable, c'est typiquement, si vous avez touché un avaloir, dans beaucoup de contrats, l'avaloir est amorti sur l'ensemble des exploitations de l'œuvre. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait des slips avec votre personnage, ça va venir en amortissement. Il y a une traduction à l'étranger, ça vient en amortissement. Vous êtes publié dans la presse, ça vient en amortissement. Mais en fait, on peut aussi négocier qu'il y a tout ou partie de certains droits qui vont aller en amortissement, de tout ou partie de la valoir. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, vraiment, tout est négociable dans un contrat. Juste une chose, à la fois on dit que tout est négociable, mais en fait, il y a des fois où, dans votre contrat, vous allez juste arriver à rien négocier, parce que vous n'êtes pas en position de force, et parce que vous allez vous faire écraser la tête par votre éditeur, ce qui peut arriver, ou par son service juridique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réessayer plus tard, peut-être même plus tard avec le même bouquin, ça peut arriver. Il ne faut pas se sentir non plus... il n'y a pas une obligation de résultat pour vous. Vous allez essayer et ça ne va pas forcément marcher. Et ce n'est pas pour ça que vous êtes nul. Parce qu'il y a parfois ce sentiment-là de gens qui disent « oh là là, voilà ». Et une dernière chose, un truc dont on n'a pas parlé, c'est que si vous voulez négocier un contrat, il va falloir commencer par le lire. Parce que moi, je regarde autour de moi et j'ai quand même beaucoup trop d'auteurs, y compris professionnels installés, qui ils lisent même pas les contrats qu'ils signent. Donc, voilà, il faut commencer par là, quoi. Et puis quand on négocie un contrat, en fait, il faut toujours négocier plusieurs clauses. Certaines
Donc certaines des demandes que vous allez faire vont être refusées par l'éditeur, mais le fait qu'il refuse certaines demandes, ça vous permet de mieux négocier les autres. Ok, je lâche là-dessus, mais voilà, mais là je lâcherai pas. Et puis, c'est une sorte de contrepartie. Et pour revenir sur tous ces droits qu'on cède, en fait, il faut savoir que l'éditeur, en réalité, en règle générale, ne les exploite pas. C'est-à-dire qu'il, par contrat, il s'octroie tout un tas de droits, voilà, tous ces droits qu'on voit ici. Mais en fait, il ne les exploite pas. Il va juste espérer, en fait, il les prend pour espérer les vendre à un tiers qui va les exploiter. Donc, je ne sais pas, un producteur de jeux, par exemple, jeux vidéo ou jeux de plateau, etc., qui à un moment donné va être intéressé pour faire un jeu sur la série. Donc, il va devoir acheter les droits à l'éditeur, puisque l'éditeur se les est accaparés par contrat. Et l'éditeur, en fait, va prendre au passage 50% de la licence qu'il va céder comme ça. Mais lui-même ne va pas les exploiter en direct, dans la grande majorité des cas. Et souvent, non seulement ça, mais en fait, l'éditeur n'est pas forcément le meilleur pour négocier ces droits qu'on lui a cédés. Notamment dans l'audiovisuel, en fait, où j'ai eu des exemples comme ça. Alors, il y a des éditeurs qui ont non seulement un service juridique, mais un service spécialisé aussi pour tout ce qui est audiovisuel. Mais voilà, ils ne sont pas forcément très bons. Et souvent, ils sont beaucoup moins bons qu'un agent qui travaille uniquement dans le cinéma, enfin pour l'audiovisuel, et qui, lui, connaît par cœur toutes les clauses des contrats, tout ce qu'on peut négocier avec un éditeur, etc. J'en ai l'expérience aussi parce que j'ai un agent pour le boulot que je fais dans l'audiovisuel. Et ce que m'obtient l'agent et les clauses qu'il réussit à obtenir, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'un éditeur, en fait, va réussir à obtenir. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, on cède des droits à un éditeur pour négocier l'audiovisuel, et on se rend compte qu'au final, il est assez mauvais sur le sujet. Ouais. Et autre chose d'importance, c'est que quand vous avez un agent qui négocie pour vous, par exemple, ou quand vous négociez pour vous, en fait, vous négociez... c'est l'économie uniquement de votre œuvre qui est en question. Alors que, dans le fond, quand l'éditeur commence à discuter avec une boîte de prod, évidemment, il y a cette œuvre-là, mais il y a potentiellement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres œuvres, il y a d'autres trucs qui sont peut-être intéressés, etc., et qui, qu'on le veuille ou non, vont venir impacter la négociation pour votre travail à vous. Voilà. Donc, c'est un point à avoir à l'esprit. La durée, c'est un point qui, à mon avis, n'est absolument pas négociable, ou en tout cas très difficilement négociable, mais comme tu l'as soulevé, on peut tenter de le faire pour obtenir un non qui nous permettra peut-être d'obtenir un oui sur une autre clause. En tout cas, on peut quand même soulever la difficulté qu'on a en pratique, c'est de voir ce gouffre, alors on l'a noté ici, mais qui existe entre la durée effective de la vie d'un œuvre et la durée de cession, qui est effectivement, on l'a dit, 70 ans, qui correspond à toute la durée de la propriété intellectuelle, soit votre vie plus 70 ans post-mortem, ce qui peut représenter évidemment beaucoup d'années. En tout cas, c'est un point de vigilance. Juste à propos de la durée, une petite anecdote. Quand on discute avec le syndicat national de l'édition sur ces questions-là, de contrat, etc., on a deux réponses assez marrantes sur la durée d'une œuvre. C'est premièrement, non mais nous, il faut qu'on puisse se projeter. Et pour se projeter, il faut qu'on signe jusqu'à 70 ans après votre mort. Donc de la part de maisons d'édition qui n'existaient pas il y a forcément 50 ans. Donc elles ne peuvent pas se projeter à moins de 120 ans. Et par contre, quand on leur demande, quand ils sont aussi capables de dire, une demi-heure après, que la durée de vie effective d'un livre, c'est 3 ans. Voilà. Voire 3 mois. Voire 15 jours parfois. Mais en gros, au bout de 3 ans, ils considèrent que les jeux sont faits, quoi. Donc, c'est à mettre en perspective sur ces histoires de durée. Là, on peut ajouter, mais on va essayer d'achever parce qu'on voudrait laisser du temps aussi pour la partie droit collectif. Le pacte de préférence, la clause de préférence, ça c'est quelque chose qui peut se faire sauter assez facilement. En quoi ça consiste ? Eh bien, quand vous signez votre premier contrat, votre éditeur va essayer d'installer cette clause pour, en gros, s'accorder la préférence sur vos prochains travaux. Alors, elle peut être encadrée de 2 façons, soit pour 5 ans, soit pour les 5 prochains ouvrages, ce qui peut représenter évidemment beaucoup d'années, puisque 5 ouvrages, je ne sais pas. Donc celle-ci, évidemment, vous vous dites, mais alors à la fois, je suis quand même garantie de travailler avec cet éditeur, mais aux mêmes conditions économiques que vous avez signées pour le premier contrat, ce qui fait que si vous n'avez pas réussi à négocier votre premier contrat, vous vous retrouvez pieds et poings liés comme ça pendant 5 ans ou pendant 5 œuvres. Bon, c'est tout à fait... source, non pas d'insécurité juridique, mais en tout cas, c'est dommage d'un point de vue économique parce que ça ne vous permet pas de renégocier vos contrats. Il faut à tout prix les supprimer. Et puis, en fait, on n'a pas la garantie de pouvoir continuer à travailler avec l'éditeur. En plus. L'éditeur, en fait, juste
nous demande en fait de lui présenter en priorité les projets, mais il ne s'engage pas à les éditer. C'est-à-dire que s'il refuse, on peut le placer ailleurs. Mais on doit les proposer en priorité à cet éditeur, aux conditions, généralement, effectivement, c'est marqué dans le contrat. C'est pour ça qu'il faut toujours refuser cette clause, puisque le premier contrat qu'on a signé, souvent, on l'a très très mal négocié. Et donc là, avec ce genre de clause, on s'engage sur 5 ans à lui proposer tous nos projets aux mêmes mauvaises conditions qu'on a signé le premier. Et en plus de ça, comme cette clause, elle est reconductible de contrat en contrat, on peut s'engager ad vitam aeternam en théorie, quoi. Ouais. Un bon moyen de faire sauter cette clause, c'est de demander à ce qu'elle soit réciproque, par exemple. Ça voit que l'éditeur s'engage à ne publier que nos ouvrages pendant les 5 ans à venir. Voilà. Mais c'est rigolo, mais justement, ça montre l'absurdité du système. Et c'est pas le truc le plus dur à faire sauter, mais souvent, il faut le faire, quoi. C'est con, mais c'est à la fois pas dur, mais si vous le faites pas... Ouais, en règle générale, si l'éditeur est de bonne foi, il a fait sauter tout de suite, parce que c'est une clause qui est clairement abusive. Et peut-être un dernier point sur la rémunération. Alors, on pourra essayer de négocier évidemment le montant de l'avance, le forfait, le taux. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir un auteur me dire « Oui, moi, on m'a dit que c'était 10%, donc il faut impérativement que j'obtienne 10%. » Et effectivement, il était à 8%. Donc, il y avait effectivement 2 points d'écart entre ce qu'on lui proposait et ce qu'il désirait. Et au vu du tirage qui était prévu par l'éditeur, j'avais essayé de faire la démonstration à cet auteur que, effectivement, c'était important, les 2%, pour le principe, mais qu'il y avait tellement de clauses à côté qui menaçaient clairement sa sécurité juridique que peut-être il ne fallait pas forcément mettre toute son énergie sur ces 2 points, en sachant que la différence qui en résultait était vraiment très minime. Et puis au final, tout s'est passé, il a négocié, il a enlevé toutes les clauses qui étaient un peu dangereuses, et puis il a eu ses 10%. Mais effectivement, on a tendance à dire que 10% c'est un minimum, et à la fois, il n'y a pas souvent de grosses différences entre 10 et 11. Alors après, le palier, peut-être on peut en parler un petit peu. Mais voilà, alors on a mis d'autres points, mais ce que je vous propose éventuellement, c'est peut-être de mettre en ligne ce document de travail sur le site de la Ligue des auteurs professionnels et associer un formulaire de contact. Et si vous avez des questions à poser, on pourra évidemment y répondre sans difficulté, parce que je vois le temps qui avance et on a encore beaucoup à dire. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter une chose. Et là, en dehors de mon expérience à la DAGP, puisque j'ai été journaliste, critique de bande dessinée pendant 25 ans, et j'ai vu différents cas d'espèces, c'est que de toutes les manières, plus vous négociez haut un contrat, plus l'éditeur, lui, devra s'engager dans la promotion de votre livre. Parce que il faudra qu'il puisse vendre beaucoup plus d'exemplaires que si vous négociez tout en bas pour revenir à son point d'équilibre, lequel point d'équilibre de l'éditeur est toujours beaucoup plus bas que ce que l'auteur estime être son point d'équilibre, c'est-à-dire là où il va commencer à percevoir des droits dépassant l'avance qu'il a reçue. Donc mieux vaut négocier haut. Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a des éditeurs, notamment des gros éditeurs, qui ont besoin de produire beaucoup de livres par an pour tout un tas de questions, pour des accords avec l'imprimeur, pour une question de visibilité, etc. Et il y a des livres en fait qui ne vont être publiés que pour remplir des cases. Donc l'éditeur n'espère même pas le rentabiliser. Il a juste besoin de publier un livre qu'il va publier donc, avec un tirage minimum pour avoir des pertes minimum. Et donc, s'il a versé une avance minimum aux auteurs, c'est parfait. Si le livre marche, tant mieux. S'il ne marche pas, tant pis, ça part pertes et profits. Si vous avez réussi à négocier des avances sur droit importantes, du coup, ça devient un risque pour l'éditeur, un gros risque de faire un flop. Donc là, il va essayer de mettre un peu plus de moyens pour que le livre marche. Donc ça veut dire un placement plus important, ça veut dire des efforts en communication, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est important en fait de négocier ce montant de l'avance, parce que ça présage aussi de l'avenir du livre, en tout cas de l'implication qu'aura l'éditeur pour le défendre derrière. Ouais. Avance ou fixe d'ailleurs, parce qu'on peut aussi être payé en rémunération qui n'est pas amortissable sur les ventes, ce qui motive encore plus l'éditeur évidemment. Voilà, moi j'ai en tête un auteur de... Le fixe, peut-être, c'est l'avance, donc c'est quelque chose qui est remboursable. Le fixe, l'éditeur nous verse une somme qui ne sera pas récupérée sur les ventes de livres. Ouais. Moi j'ai en tête un auteur, plutôt un auteur de best-seller, mais qui avait dit cette phrase, je vois, qui est en résonance avec ce que tu disais: si tu veux vendre 100 000 exemplaires, il faut qu'à 50 000, ton éditeur perde de l'argent. Voilà. Donc... Oui, je crois que
Tu peux le diviser par 10 pour chaque. En fait, ça marche à tous les paliers, en fait, à peu près. Oui, si on peut passer sur la présentation de la DAGP. Donc, la DAGP est une société d'auteurs. Elle a été créée en 1953, notamment par des peintres, des plasticiens, des sculpteurs qui avaient besoin d'une structure pour les représenter quand il s'agissait de leurs droits de représentation, donc quand ils étaient exposés, ou leurs droits de reproduction, quand ils étaient reproduits, notamment dans la presse. C'est-à-dire qu'eux, justement, ils n'étaient pas capables de négocier le montant des droits et la perception de ces droits-là. D'où la création de cet organisme. Alors, quelque part, c'est un organisme qui ne devrait pas, présenté comme ça, concerner les auteurs du livre, puisque les droits du livre, on en a parlé, sont cédés à un éditeur. Pourtant, il y a plus de 1500 auteurs de bande dessinée adhérents de la DAGP et 2600 qui sont représentés à la DAGP par d'autres sociétés dans le monde, dont un bon millier de mangaka, donc représentés par la DAGP sur le territoire français, via une société qui se trouve au Japon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Je voudrais rajouter qu'on fait tous les ans un calendrier illustré par des auteurs de bande dessinée. Je vous donne quelques... et là, je rejoins le thème. On a quelques illustrations extraites de ce calendrier. Et si j'ai le droit de vous les présenter ici, déjà, je précise bien qui est l'auteur du dessin en question, mais si j'ai le droit de vous le présenter, c'est parce que nous avons signé aussi un contrat avec cet auteur, Anis El Hamouri en l'occurrence, contrat d'une durée limitée, il me semble que c'est 5 ans, pour une certaine somme que je ne dévoilerai pas ici, mais dans ce contrat inclut le fait d'imprimer, de reproduire sur ce calendrier, qui a été tiré à peu près à 1800 exemplaires, de le diffuser par le biais de notre site internet, du site internet de la DAGP, mais aussi de le représenter lors de rencontres comme celle-ci. Donc, toute utilisation de vos œuvres doit être encadrée par un contrat ou une convention. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'auteurs de bande dessinée à la DAGP? C'est pour percevoir les droits collectifs. Donc les droits collectifs, ce sont des droits que vous ne pouvez pas demander vous-même à un utilisateur, parce que ces utilisateurs sont multiples. L'exemple parfait, je pense, de ce type de droit, c'est le droit à la copie privée. Le droit à la copie privée, maintenant on dit copie privée numérique, il a commencé lors des premières cassettes audio et surtout des cassettes VHS, sur lesquelles des utilisateurs pouvaient, pour leur propre utilisation, copier des œuvres musicales ou des films. À ce moment-là, les ayants droit de ces œuvres ont dit « mais il y a des utilisations de nos œuvres qui nous échappent ». Et donc, il y a eu une participation à la copie privée, on peut dire une taxe, qui a été imposée sur l'ensemble des cassettes et surtout des cassettes VHS. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, vous le savez, et on copie allègrement via des téléphones portables, on stocke sur des clés USB, des disques durs d'ordinateur, etc. Donc pour cela, lorsque vous achetez un téléphone, il y a une participation à la copie privée qui va de 3 à 14 €. L'ensemble de ces sommes récoltées, après, doivent être redistribuées vers l'ensemble des artistes créateurs. Et parmi eux, les illustrateurs, les auteurs de bande dessinée. Et donc ça, ce sont des fonds que vous ne pouvez pas toucher tout seul. Vous ne pouvez pas aller dire à un fabricant « tu me dois tant parce que j'ai publié tant de livres ». Donc pour cela, il faut être affilié à un organisme de gestion collective, OGC, comme la DAGP. Un autre, et ça tombe très bien, parce que Geoffroy Pelletier, directeur
de la SOFIA est parmi nous. Donc un autre de ces droits, c'est le droit de prêt en bibliothèque. Donc il pourra vous en parler en direct, comment fonctionne le droit de prêt en bibliothèque. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est fortement recommandé aux auteurs de bande dessinée, aux illustrateurs, aux dessinateurs jeunesse de s'affilier à un OGC pour pouvoir percevoir ces sommes, qui ne sont pas des sommes ridicules. Hein. Souvent on dit c'est pas grand-chose. La moyenne chez nous, c'est à peu près 1 000 euros par auteur de bande dessinée. Alors évidemment, ce n'est pas une répartition extrêmement égale, puisque plus vous avez publié de livres, et plus vous touchez de droits, notamment de droits copie privée. Mais quand même, ce n'est pas négligeable. Oui, c'est pas négligeable. Juste, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut adhérer à tous les organismes de gestion collective qui vous concernent. Ils sont voilà, parce qu'il y a des organismes de gestion collective pour la musique, pour l'audiovisuel, pour le droit de prêt en bibliothèque, etc. Et parce on rencontre beaucoup d'auteurs qui sont affiliés à un OGC et finalement qui du coup passent à côté de pas mal d'utilisations et de droits collectifs qu'ils pourraient avoir. D'autant que ça ne coûte presque rien. Moi, je suis donc adhérent à la SOFIA, adhérent à la DAGP. Contrairement à la SACD, donc là c'est pour l'audiovisuel où on paye l'adhésion chaque année, en fait, que ce soit pour la SOFIA ou la DAGP, c'est de l'ordre de 30 ou 40 euros, je crois, l'adhésion. Et c'est une adhésion à vie, en fait, on ne repaye pas chaque année. 15, et en plus, 15,24 €. Ça a baissé, j'aurais dû attendre un peu. Soit 100 francs. Et en plus de ça, on n'a même pas à les débourser, si je ne dis pas de bêtises, c'est prélevé, on peut demander à ce que ce soit prélevé en fait, sur les premiers droits qui vont nous être versés par l'un de ces organismes. On le fait maintenant couramment. C'est-à-dire que l'exception, c'est qu'un auteur nous dise non, je ne veux pas être prélevé sur les premiers droits, je te donne 15,24 €, soit en chèque, soit en liquide, ce qui devient un enfer à gérer. Donc c'est complètement indolore, quoi. Voilà, merci. Alors j'avais un petit dessin animé qui dure 2 minutes, mais vu le temps imparti, et étant donné que je viens d'expliquer à peu près les choses, je pense qu'on peut le sauter. Donc voilà, je vous ai parlé de cet ensemble des droits collectifs. Vous avez tous ceux qui sont en cours en ce moment, plus d'autres droits qui pourraient arriver dans les mois, dans les années à venir. Il y a des négociations en ce moment sur différents terrains. À la DAGP, nous avons une commission bande dessinée, donc c'est une représentation d'auteurs qui nous permet de faire remonter les différentes problématiques. Alors, la DAGP est un organisme de gestion collective, ce n'est pas un syndicat, les choses sont bien claires, mais elle rentre dans différents organismes de représentation des auteurs, au même titre que des syndicats. Et donc là, ici, vous avez la liste des auteurs qui font partie de cette commission. Un dessin de Christophe Bataillon pour notre calendrier, qui représente bien, en fait, ce qu'on vient de dire par rapport au contrat d'éditeur. Hein. C'est lui qui a besoin de moi. Donc l'éditeur pense cela, mais l'auteur a le droit de le penser, et effectivement, l'éditeur a besoin de l'auteur. Mais dans cette commission, on nous a parlé justement sur les contrats d'une clause assez bizarre que l'on retrouve en fait dans les contrats types du SNE, du Syndicat national de l'édition, qui représente les auteurs les plus importants. Et cette clause, qu'on appelle l'article 5, dit « L'auteur confie à l'éditeur le soin de percevoir pour son compte et de lui reverser les rémunérations des droits suivants à provenir d'organismes de gestion collective sous réserve des limitations indiquées ci-après. » Donc ça veut dire que dans les contrats que vous signez, souvent, vous avez cette petite clause qui dit en fait que pas besoin pour toi d'adhérer à un OGC, on va percevoir pour toi et on va te reverser derrière. Alors d'abord, aucun éditeur n'est adhérent de la DAGP, donc pour pouvoir percevoir ses droits, on ne voit pas trop comment ça pourrait se faire. Et puis surtout, les OGC ont l'obligation de reverser les droits dans un délai de 9 mois. Là, ici, il n'y a pas de notion de délai. Donc on ne sait pas au bout de combien de temps l'auteur va percevoir ces droits-là. Ces droits-là vont-ils être
comptés, mis sur l'avaloir ou versés directement, on ne le sait pas non plus, alors que ces droits, normalement, doivent être perçus directement et ils ne sont pas, censés être versés à l'avaloir. Donc, on a proposé une réécriture de cette clause. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. L'auteur déclare être membre d'un ou plusieurs organismes de gestion collective auprès desquels il percevra l'ensemble des droits issus d'une gestion collective, notamment au titre du droit de reprographie, du droit de prêt et de la rémunération pour copie privée, puisque c'est ce qui est un peu stipulé dans le reste de cet article. Alors, une lettre a été envoyée au SNE, non pas par la DAGP, non pas même par l'ensemble des OGC, mais directement par le Conseil permanent des écrivains, donc qui représente à la fois certains syndicats, les OGC, et d'autres groupements d'écrivains comme la SGDL. Ça a eu lieu il y a 3 semaines. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais en tout cas, vous, de votre côté, refusez une telle clause. Elle n'a pas lieu d'être. D'autant que souvent, ça arrive fréquemment. J'ai eu le cas plusieurs fois. Ces droits sont oubliés, en fait. Enfin, les éditeurs oublient de nous les reverser. Je pense notamment aux droits, donc droits SOFIA, enfin les droits de prêt en bibliothèque. L'avantage d'être adhérent à la SOFIA, c'est qu'on a accès, donc on a sur le site de la SOFIA, donc on a un accès adhérent qui nous permet de voir en fait l'ensemble des droits qui doivent nous être versés. Pour qu'ils nous soient versés, notamment en bande dessinée, en fait souvent on est 2 auteurs, un scénariste, un dessinateur, il faut que les 2 soient adhérents à la SOFIA. Sinon c'est versé à l'éditeur qui est chargé de nous les reverser. Et le fait que je sois adhérent à la SOFIA et que d'autres, des dessinateurs avec lesquels je travaille ne le soient pas, donc ça passe par les éditeurs. Mais le fait d'être adhérent à la SOFIA, ça me permet de voir en fait ce que doit nous verser l'éditeur. Et à plusieurs reprises, j'ai pu remarquer que ces droits avaient été soit oubliés, soit tronqués, etc. Donc voilà, c'est très très problématique. Voilà, donc il faut savoir aussi que, on ne va pas s'étendre beaucoup là-dessus, mais certains droits collectifs donnent lieu à de l'action culturelle, c'est-à-dire que par la loi, 1/4 de ces droits collectifs doit être réinvesti dans ce qu'on appelle l'action culturelle, et c'est par exemple l'aide à différentes manifestations, ça peut être des bourses, ça peut être des bourses de résidence, ça peut être différents types d'aides, soit à des structures, soit directement à des auteurs, et parmi les structures qui sont aidées dans ce cadre-là, il y a Quai des Bulles, et la Ligue des auteurs. Il y a nous aussi. Ouais. Et la Ligue, et d'autres représentations d'auteurs. Donc, ma conclusion, elle est là, c'est adhérer, mais adhérer maintenant. Vous ne dites pas, quand je rentrerai, je regarderai le site Internet. J'ai avec moi les bulletins. Faites-le tout de suite, profitez-en, parce que pour la plupart, ouais, je vais bien étudier le truc, puis je vais regarder. 3 ans plus tard, on en est au même point. Ouais. Il faut savoir que Laurent est maintenant spécialiste de pêcheur d'auteurs. Il se déplace partout. Je suis Demesmaker et le Père Noël. Exactement. On voudrait laisser juste quelques minutes la parole à Marion, avant de peut-être vous laisser aussi la parole pour des questions éventuellement, parce qu'elle voudrait vous présenter son projet qui est formidable et qui va aider tous les auteurs et autrices à connaître tous leurs droits et à être tellement plus forts dans la négociation. Voilà, Très bien, merci beaucoup. Il ne s'agit pas de mon projet. Je suis Marion Rezman, je suis chargée de formation professionnelle à 40 mètres cubes, qui est un centre d'art contemporain à Rennes et qui est aussi organisme de formation depuis 2014. On a débuté avec une formation longue de 7 mois qui est justement soutenue par la DAGP, plutôt pour les artistes plasticiens. Et si j'interviens aujourd'hui auprès d'auteurs, c'est parce que depuis maintenant 2 ou 3 ans, Stéphanie intervient sur une formation de 2 jours sur justement comprendre et négocier un contrat dans les arts visuels, dans l'écrit, des contrats d'édition de tous les secteurs également. Et parce que ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est essentiel, mais c'est très court, 1 heure pour dire tout ce qu'il y a à savoir sur le contrat, pour le décortiquer, pour parler du droit des contrats plus largement, et puis des droits d'auteur spécifiquement, des OGC,
de techniques de négociation aussi qui existent, même si effectivement avant tout négocier c'est juste et simplement poser des questions. Il y a aussi certaines techniques que l'on peut apprendre pour se préparer, être plus à l'aise avec ces moments d'échange où on se sent parfois effectivement dans un déséquilibre de hiérarchie, et plus on connaît ses droits, plus on est fort, ou en tout cas plus on est équitable face à l'autre. Et le projet effectivement sur lequel nous travaillons sous le regard de Stéphanie et de la Ligue aussi, c'est un projet de digitalisation du coup de ces formations, parce qu'on n'a pas tous le temps pour se former pendant 2 jours sur une question, parce qu'on n'a pas tous le plaisir de se déplacer à Rennes. Et donc l'idée, c'est de proposer des formations qui sont accessibles à tout moment, la veille de votre rendez-vous justement avec un éditeur ou autre, sur toutes les questions des différents secteurs des artistes-auteurs, et aussi différents contrats, parce qu'il n'y a pas que le contrat d'édition que vous pouvez être amené à rencontrer. On a parlé d'exposition, il y a aussi les interventions en milieu scolaire ou autre, tous les cadres et les contextes de travail que vous pouvez être amené à retrouver dans votre parcours professionnel, et qui amènent normalement, obligatoirement, à une contractualisation. Donc voilà, ça c'est un projet que vous pourrez découvrir du coup en janvier, et dont Stéphanie pourra vous reparler prochainement. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, il faut. Hein. Oui, assez terre à terre. Vous aviez parlé au départ d'un ouvrage qui est sur la négociation que vous pouvez voir sur votre stand. Est-ce que ce serait possible d'avoir la référence exacte pour la... Oui, alors ça c'est plutôt de ton côté. Alors je crois que ça s'appelle le contrat commenté. Marlène, tu... Oui, le contrat commenté, un mode d'emploi du contrat d'édition. Donc c'est une publication du syndicat national des auteurs et des compositeurs et de la... Je ne sais pas si on t'a entendu. Le contrat commenté... Le contrat commenté, le contrat BD commenté. Le contrat BD commenté. Le mode d'emploi du contrat d'édition. Le mode d'emploi du contrat d'édition. Une publication du groupement des auteurs de bande dessinée du syndicat national des Enfin, auteurs. allez voir Marlène. Vous pouvez lui montrer. Et sinon, c'est disponible. Oui, et il est disponible sur Internet aussi. Il est disponible sur notre stand, donc au 3e étage à l'espace presse. Et il est accessible également sur notre site internet, donc adagp.fr, onglet ADAGP documentation. Et c'est gratuit. Et je voudrais ajouter une autre référence qui est intéressante également. C'est une émission que nous avions tournée il y a quelques mois dans le cadre des vidéos live de la Ligue des auteurs professionnels, qui avait été justement soutenue par la SOFIA et par la DAGP. Et on a l'une des émissions qui dure 1h30 qui traite exclusivement de la négociation contractuelle, avec la présence d'avocats en propriété intellectuelle qui pourront vous donner des billes supplémentaires. Voilà. Et on organise aussi très régulièrement des ateliers de négociation à la Ligue, et j'imagine il y en a aussi à la DAGP. Donc oui. C'est des journées de formation où on vous met en condition pour négocier vos contrats, et généralement vous repartez beaucoup plus fort et sans doute plus apte en tout cas à connaître vos droits. Voilà. Et en tout cas aussi un service juridique, et chez vous et chez nous, vous pouvez consulter. Alors heureusement que tous les auteurs adhérents ne donnent pas tous leurs contrats en relecture, sinon le service ne pourrait pas faire face, mais il y a quand même 5 personnes qui sont là, entre autres, pour ça. Et c'est quand même pas mal de le faire de temps en temps, parce que ça nous permet aussi de voir ce qui se passe au niveau des contrats. Oui, au moins le premier. Enfin, ça, c'est obligatoire, quoi. Le premier, on ne le signe pas tout seul. Oui. Bonsoir. J'avais 2 questions. La première, c'est il y a quelques années, je crois qu'il était question que Google paye des droits collectifs, et je voulais savoir où ça en était. Et la deuxième petite question, je la dis maintenant, oui. C'est petite question technique. Moi, je suis à la SAIF en tant que photographe, et là, je me mets à la BD. Et je croyais qu'en fait, SAIF ADAGP, vous preniez aussi en charge les droits de prêt en bibliothèque, et apparemment non. J'ai un truc que je n'ai pas compris. Si. On prend en charge les droits de prêt en bibliothèque, mais vous pouvez aussi les faire prendre par la SOFIA. La double adhésion est possible. Vous ne pouvez pas faire une adhésion SAIF ADAGP, mais une adhésion SOFIA
SAIF, SOFIA, ADAGP, c'est possible. Pardon ? Enfin, à minima, il y a à minima, il y a une différence de temps de traitement, puisqu'en fait, si à moins que je dise des bêtises, mais tu me corrigeras, Geoffroy, si vous êtes directement adhérent à la SOFIA va vous verser directement l'argent, et le plus rapidement possible. Sinon, la somme va transiter par la DAGP, qui va ensuite devoir la répartir à ses adhérents, ce qui du coup nécessite quand même un peu... Ah, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ah, oui. C'est adhérer juste pour le droit de prêt. De toute façon, on prélève le Oui. droit de prêt, on le redistribuera à la CEF ou à la DAGP si vous êtes adhérent à l'un ou à l'autre. Donc, je prêche presque contre ma paroisse, mais non, il n'y a pas un intérêt ultime à adhérer à la SOFIA si vous êtes déjà à un organisme de gestion collective. De toute façon, on a des accords entre nous, avec la DAGP ou avec la CEF. La copie privée numérique, si vous êtes dans l'un ou dans l'autre, c'est plutôt la CEF ou la DAGP qui vous le remettra. Si vous êtes dans l'un et dans l'autre, le droit de prêt, c'est plutôt la SOFIA, mais de toute façon, vous percevrez l'ensemble. Et si vous êtes dans les deux, vous ne percevrez pas deux fois les sommes qui vous sont dues. Et il n'y a pas les droits spécifiques. Alors, l'avantage de la DAGP ou de la CEF, c'est que ce sont des OGC spécialisés dans les arts graphiques et pas uniquement dans le livre. Donc, par exemple, si vous avez réalisé des affiches, et la plupart des auteurs, enfin des dessinateurs ont eu des visuels repris dans des affiches, des pochettes de CD. Si vous avez des activités en dehors même du livre, il y a des droits que vous pouvez recouvrer via nos OGC et qui ne concernent pas la SOFIA étant vraiment axée sur le livre. Et il n'y a pas les droits spécifiques, versés uniquement par la SOFIA et pas par la DAGP. Je pense notamment aux droits qui sont versés pour le prêt en bibliothèque à l'étranger, avec des sociétés donc, de gestion de droits collectifs avec laquelle la SOFIA a passé des accords. Non. En fait, on percevra les droits de l'étranger, et si l'auteur est adhérent chez nous, on le percevra chez nous. Mais si l'auteur n'est adhérent que dans un autre organisme de gestion collective, pour notre grande bonté, nous reverserons les droits à cet organisme de gestion collective qui les reversera à l'auteur. L'important, c'est vraiment pour les auteurs d'adhérer à un organisme de gestion collective. Ils le choisissent parce qu'ils préfèrent la couleur du logo, parce qu'ils préfèrent la tête du directeur, ou parce qu'ils, comme ils veulent. Et vraiment, l'important, c'est ça. Sinon, il y a des sommes qui leur échappent. Moi, c'est vraiment ça que si je dois en dire deux mots, adhérer à un organisme de gestion collective, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des droits que vous n'aurez pas. Ensuite, on a vraiment des accords entre nous et on s'entend très bien. On se voit dans tous les salons de bande dessinée depuis un moment. Mais franchement, l'important, c'est ça. Parce que sinon, vous allez manquer des droits qui vous sont dus. Il y a des droits qui transitent par les éditeurs. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait... Je pense que la clause, comme vous l'avez rédigée, il faut faire attention. Moi, je ne la rédigerai pas comme ça. Il ne faut pas que l'auteur ait à déclarer quoi que ce soit. Il percevra de toute façon des organismes de gestion collective dont il est adhérent. En revanche, il y a des droits qu'il ne percevra pas. La copie privée numérique ne passe jamais par l'éditeur. Le droit de reprographie passe toujours par l'éditeur, sauf s'il est adhérent d'un organisme de gestion collective. En tout cas, par la SOFIA, c'est possible. La DAGP, je crois, va le faire bientôt. En revanche, la prise en charge, par exemple, de la retraite complémentaire par la SOFIA, c'est totalement indépendant d'être ou pas adhérent de la SOFIA. Le mécanisme de rémunération pour les dédicaces qu'on met en place cette année, c'est totalement indépendant d'être adhérent ou pas de la SOFIA. L'important pour nous, c'est que les auteurs perçoivent l'ensemble de leur somme. Donc, adhérer à un organisme de gestion collective, c'est vraiment le minimal du minimal. Et si vous voulez nous faire plaisir, adhérez aux deux et on sera très content parce qu'en plus, on s'entend très bien. Bien dit. Et oui. Ah oui, sur Google, oui. Google verse des sommes chaque année via la DAGP, après réparties entre d'autres OGC. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté, parce que ce n'est pas exactement un droit collectif. Mais pendant 2 années, les adhérents de la DAGP et des autres, je suppose des autres OGC, parce qu'après, chacun répartit un petit peu selon ses règles. Donc, ont touché l'année dernière et vont toucher cette année le fonds Google, réparti à peu près à somme égale pour tout le monde. En revanche, dans l'accord qui a été fait avec Google,
à partir de l'année prochaine, ces fonds devront être investis en action culturelle. Et donc là, plusieurs pistes sont évoquées, rien n'est encore fixé par rapport à ça. Mais on imagine différentes solutions. Est-ce qu'il y a maintenant, la négociation, c'est avec Metaverse, avec... Oui, bien sûr. Puis il y a eu des accords YouTube, etc. Il y a eu des accords YouTube, mais pas en droit collectif, là, sur les droits primaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, d'accord. On prend la dernière question alors. C'est peut-être en tangente, n'hésitez pas à me le dire. Vous devez avoir l'habitude du fait que les artistes et le juridique, souvent, c'est pas très doué. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que c'est connu des organismes juridiques qui sont un peu plus limite qu'on peut payer, j'en sais pas, quelque chose qui peut nous aider sur tout ce qui est sujet et qu'on peut embêter plus que 5 minutes pour le premier contrat? Ouais, bah en fait, la totalité des services juridiques de toutes les organisations professionnelles font ce genre de trucs. Voilà, enfin, c'est pareil chez vous, c'est pareil à la Ligue, c'est pareil aux autres organisations professionnelles d'auteurs. Moi, je pense que c'est très important de se faire accompagner, et on accompagne, nous, mais vous aussi, des tas d'auteurs, y compris quand ce n'est pas leur premier contrat. Autre chose importante, c'est qu'il ne faut surtout pas partir du principe que les auteurs et le juridique, ils ne s'en sortent pas, parce que ce n'est pas vrai. En fait, c'est quelque chose c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. On dit que les auteurs, ils ne savent pas compter, ils ne savent pas regarder leur contrat, etc. Et à la fin, ils ne savent pas compter, ils ne savent pas regarder leur contrat. Et qui sont atteints de phobie administrative. C'est ce qu'on me répond souvent quand j'arrive avec un bulletin. Exactement. Et c'est complètement faux, en fait. Par contre, ça demande un véritable effort, et c'est justement, ça fait partie de la posture professionnelle, de faire sa compta, de regarder ses quoi, et c'est super chiant, je veux dire. Y a pas, mais évidemment, tout le monde dans son métier n'a envie que faire des trucs super cool. Mais je sais pas, un plombier ne naît pas avec la capacité surnaturelle de faire de la comptabilité. À un moment donné, on lui a appris. Et depuis, il sait le faire. Et bien, les auteurs, c'est exactement la même chose. Et c'est pareil pour... évidemment, des fois, on ne comprend pas bien ce qu'il y a dans un contrat, mais il y a toujours des gens qui vont pouvoir vous aider à comprendre ce qu'il y a écrit. Et voilà. Mais il ne faut pas partir du principe qu'on ne peut pas y arriver. Nous, en tout cas, on a une permanence juridique grâce à Jade Deving, qui est la juriste qu'on a recrutée cette année, qui nous permet, par exemple, d'assurer, je sais pas, plus de 300 enfin, on a vraiment accompagné près de 300 auteurs cette année, et c'est pour vous dire que voilà, on est vraiment aussi au quotidien au service des auteurs et autrices qui se posent des questions sur l'URSSAF, sur un contrat, sur une obligation de paiement qui n'a pas été respectée, enfin, sur tout un tas de choses. Alors évidemment, quand on vient nous voir, généralement, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que parfois on est un petit peu en colère et un petit peu énervé. C'est parce que quand on vient nous voir, c'est pas pour nous dire que tout va bien et que tout est merveilleux. C'est au contraire pour nous dire que ça va pas fort. Donc après, nous, on fait remonter tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller près des organisations professionnelles pour les nourrir de toutes ces problématiques de terrain. Voilà, c'est important. On s'arrête là ? Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Et pour ceux qui sont en manque de droits collectifs, vous pouvez venir me voir. Maintenant.